Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On va taper direct dans le vif du sujet parce que j'imagine que c'est ce sur quoi la plupart d'entre vous veulent m'entendre parler ce matin. Donc, ce qui s'est produit pendant le week-end sur les cryptos, cette petite rechute qui était donc attendue, plus qu'attendue, puisque je recherchais donc un signal positif, un signal acheteur sur cette zone qu'on est en train de traiter actuellement, signal que je n'ai à l'heure actuelle donc toujours pas. Maintenant, c'est pas une urgence, hein. Je sais que pour certains, quand on arrive sur la zone, il faut que ça réagisse vite, propre, bien, et il faut tout de suite un signal parfait, et que les prix réagissent tout de suite. Et voilà, bon, ça arrive. Parfois, c'est quand même assez rare que tout se passe extrêmement bien et rapidement sur la phase spéculative. Je vous rappelle encore une fois que la spéculation, c'est un métier qui rapporte beaucoup, à condition évidemment de respecter les règles, c'est-à-dire beaucoup de patience, énormément de rigueur et d'être conscient du fait que, en général, on passe le plus clair du temps dans la phase spéculative, c'est-à-dire que la plupart du temps, votre trade n'est pas validé. Il va donc hésiter, taper un peu plus haut, un peu plus bas, voilà. Et donc il faut être capable moralement de supporter ça, hein, voilà. Donc si évidemment vous faites de la spéculation pensant que vous allez tout de suite attraper le meilleur prix au plus bas et que le prix va très rapidement se retourner derrière, soyez conscient que ça ne se produit que très rarement. Et c'est plutôt pas le cas en ce moment. Bref, crypto, on est dans la zone spéculative. J'attends donc un signal pour au moins me positionner. Le signal ne veut pas dire que je vais attraper, comme je vous dis, le meilleur prix tout en bas avec une réaction immédiate des prix juste après. Ça voudra juste dire que j'ai réduit mon risque et que j'ai donc fait mon travail. Maintenant, en l'état actuel des choses, déjà pas de signal pour moi, donc pas de boulot. J'ai choisi, moi, alors je vous rappelle que ça c'est un choix parce que j'ai vu certains d'entre vous avait du mal à percevoir ce truc-là, donc ça va être le côté éducatif de ce matin. Certains m'ont dit, voilà, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs choix et que dans ma stratégie, je ne vous impose pas un choix puisque j'aime pas les choses qui sont clés en main et faciles, et c'est parce que le marché ne fonctionne lui-même pas comme ça. Mais plus ou moins des choses cadrées, d'accord, un cadre qui fonctionne, auquel vous pouvez ajouter vos sauces personnelles, vos propres sensibilités au risque, agressivité, vos paramètres personnels. Donc je vous rappelle que le choix du time frame, souvent vous allez avoir plusieurs options. Ce que je vous demande par contre, c'est que le time frame représente un contexte. C'est-à-dire que normalement, ça c'est Framework qui fait ça, c'est-à-dire que je vous demande de trouver et de trader sur un time frame qui vous permet de visualiser ce que vous espérez trader. Moi sur l'Ethereum, je veux choper une consolidation. Le H1 la marque très bien, on voit bien la première vague de conso, on vient chercher les bornes de contexte et ça rejette. On vient chercher la borne de contexte opposée, ça rejette, et on revient par là, effectivement, ça m'intéresse. Donc là, ce sont les zones où je cherche. Ici, avec un signal, c'était possible. Là, avec un signal, c'était possible. Pour l'instant, rien de tout ça. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'attends qu'on glisse sous le contexte avec un signal. Pour l'instant, j'attends donc qu'en horaire, on aille sous les 114. Donc cette fois, pour moi, possibilité d'aller casser ça éventuellement pour aller donc chercher quelques stops, déclencher un peu de panique à bord, et si j'ai un signal, j'achèterai. Pour l'instant, j'ai rien. Je constate quand même qu'on a un momentum qui vient chercher un plus haut depuis ici. Donc ça semblerait donner le fait que on risque probablement ici de faire un creux divergent. Donc très probablement le prochain creux sera celui sur lequel je risque de me positionner en horaire. Pour l'instant, je fais que dalle. Voilà, je ne fais rien tant que je n'ai pas d'informations qui arrivent. Donc, pas d'infos, pas de trade jusqu'à nouvel ordre. Mais tout comme ici on l'avait fait, la poussée et la petite divergence, je m'attends à ce qu'on fasse la même chose. On vient ici, une petite poussée divergente, 114, 115 dollars par là. Ça me semble être le good price sur lequel ce signal devrait arriver pour me permettre de rentrer avec un risque limité. Le 2 heures fonctionne bien aussi comme time frame. Là, ici, même chose, on voit bien le range, la phase impulsive, le range, on est sous le contexte, je suis d'accord. Maintenant, moi, dans un range, comme je vois bien cette structure ABC, après, ça, je vous dis, c'est une appréciation personnelle. Moi, j'utilise Elliott Wave pour cadrer mon schéma et pour moi me projeter.
Donc certains d'entre vous ont utilisé le 2 heures. En 2 heures, quelle est la seule différence? Bah là, ici, on n'est pas venu rejeter le contexte à la baisse. C'est-à-dire que pour moi, celui qui matérialise le mieux la structure ABC, c'est le contexte horaire. Le 2 heures, bon bah non, mais il fonctionne très bien. On est bien sur un contexte horaire. Ceux qui ont pris les trades en 2 heures, moi je peux comprendre. Maintenant, je vais apporter une petite chose en plus. Quand vous avez un truc comme ça, c'est-à-dire que là, le signal se produit sur la bougie qui décroche. D'accord? Dans le cas du signal 2 heures, je sais que certains d'entre vous, pour les raisons que j'expliquais avant, ont besoin d'agir rapidement pour décharger la charge émotionnelle de la prise du trade et de l'indécision. C'est-à-dire que comme l'indécision est très insupportable pour l'être humain, le doute, voilà, la plupart d'entre vous veulent donc se débarrasser de ce doute le plus vite possible. Les manières de le faire sont nombreuses, mais souvent celle que vous allez utiliser est la plus mauvaise, c'est-à-dire que vous allez prendre le trade le plus vite possible pour pouvoir vous débarrasser de la charge du choix de la prise de ce trade ou non. Alors qu'en réalité, des fois, face à ça, la meilleure des réponses, c'est souvent l'attente. C'est-à-dire que si vous vous sentez pressé de faire quelque chose, pour vous décharger d'un quelconque poids de stress ou Dieu sait quelle autre raison, c'est que vous prendrez probablement une mauvaise décision. En tout cas, la possibilité de prendre une mauvaise décision est considérablement décuplée. Quand vous avez ce sentiment d'urgence ou de vouloir vous relâcher de quelque chose, oh putain, non, surtout n'appuyez pas sur les boutons, soyez même très patient. Donc, ici par exemple, acheter une bougie qui décroche comme ça, moi non, je suis pas trop fan, d'accord? Ça peut arriver ce genre de bougie qui décroche et qui casse un support et qui sont invalidées juste après, c'est ce qu'on appelle une piercing line. Je vais essayer de voir si on en a une quelque part, j'aimerais illustrer ce schéma-là. Bon, on l'a ici dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a constitution d'une résistance, vous voyez, ça vient, ça résiste, et on a bougie qui traverse, et hop, ça repart dans l'autre sens. D'accord? Là, c'est un petit peu le même schéma qu'on aurait pu avoir, mais il faut quand même casser un support. C'est-à-dire que le support, pour moi, il est là. Donc si on était venu ici et qu'on avait fait une grosse bougie de décrochage, un signal exit, à la limite, celui-là, vous pouvez le prendre agressivement. Mais dans un cas comme ça, moi, je vous recommande d'attendre qu'il y ait la confirmation, le petit triangle là. Ça, c'est nouveau, ça y est, hein, je vous l'ai mis, donc l'update est public. Ce ne sera pas la dernière update, hein, je l'ai fait vite, et du coup, il y a plein de trucs qui merdent encore. Genre ça, là, voilà, c'est une petite erreur de code. Le fait qu'il y en ait deux des carrés, hein. Je corrigerai ça. Mais voilà, ceux qui ont pris le signal en 2 heures, ceux qui l'ont pris sur la bougie de décrochage, je suis pas trop d'accord. Je trouve ça vraiment trop agressif. Dans ces cas-là, vous attendez la petite bougie de confirmation qui vous montre au moins qu'il y a un léger sentiment acheteur. Maintenant, vous êtes en 2 heures, c'est du exit, c'est sur support, ça se trade. Pour moi, il n'y a aucun souci. Maintenant, attention, hein, il y a quand même une invalidation propre à ce truc-là. On est sur une vague 2, vous ne pouvez pas mettre votre stop plus loin que ça. On est sur des phases spéculatives, d'accord? C'est-à-dire que là, si le marché devait dérouiller jusque-là, il faut sortir votre trade. Est-ce qu'il faut mettre un ordre dans le carnet, un ordre stop au carnet? J'espère que vous avez pris les leçons des erreurs de certains et que vous éviterez de les commettre vous-même. On ne met pas de stop dans les carnets des crypto-devises. Vous savez que les market makers sont parfois très illiquides, voire à la limite de la malhonnêteté pour certains, et honnêtement, voilà, il faut éviter de vous faire choper dans ce genre de conneries. Hein. Et derrière, on attend simplement que ce marché valide, c'est-à-dire qu'il revienne chercher dans un premier temps au moins le canal de tendance, et puis, si possible, qu'il le déborde. Voilà, donc ceux qui ont pris en 2 heures, il n'y a pas de souci. Moi, mon choix, c'est l'horaire, pour les raisons que je vous ai expliquées. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont pris des choix différents ont fait un mauvais choix. Voilà. On n'est pas sur des... voilà, Pro-Indicator, c'est pas un système pyramidal, c'est pas moi qui vous nourris et vous qui vous abreuvez de ma connaissance et où toute personne qui fait de façon différente fait n'importe quoi. C'est vraiment pas ça. Parenthèse refermée. Donc ici, en 4 heures, il y en a qui l'ont pris en 4 heures. Alors là, par contre, moi, 4 heures, j'ai vu un mail ce matin, donc de signal 4 heures, oui, mais non. Enfin, pour moi, il n'y a pas de signal en 4 heures. Puisque je vous apprends une chose, trader dans un contexte. Ici, il y a certes écrit price OK, hein, ça veut dire qu'il y a effectivement un trade qui pourra être tenu sur un horizon 4 heures, mais l'entrée de ce trade, elle se fait sur le canal de cadre technique 4 heures, c'est-à-dire l'horaire. Voilà, donc pour moi, il y a horaire et 2 heures qui sont tradables. 2 heures, je peux l'accepter, même si pour moi, tout indique que normalement, le choix du cadre technique doit être fait en horaire, et en horaire, je n'ai pas encore le signal.
Voilà, pour les cryptos. On va jeter un coup d'œil à Bitcoin quand même, voir un peu la structure de ses prix à lui. Et bah, vous voyez que quoi qu'il en soit, c'est plutôt propre. Là où Ethereum fait probablement une structure de pure flat, c'est-à-dire on est revenu sur le support ici, Bitcoin, lui, l'a enfoncé, c'est-à-dire qu'il nous fait un ABC, mais évidemment, le point B ici n'était pas remonté jusqu'au sommet, alors que l'Ethereum, oui. On voit bien donc que par rapport à la structure de consolidation, Bitcoin est quand même plus faible qu'Ethereum. Maintenant, est-ce que c'est la fin du monde? Pas du tout. Est-ce qu'on a une belle structure d'épaule tête-épaule? Oui, maintenant elle n'est pas totalement académique parce que normalement il faut quand même que la tête déborde un peu plus que ça. Maintenant elle y est, elle n'est pas excessivement parfaite, mais moi je la vois bien, c'est-à-dire ici on a l'épaule gauche, la tête, et on est en train de former l'épaule droite, beaucoup plus longue, hein, mais on est quand même en train de faire donc une structure de formation de creux, où on vient donc rechercher 2 fois la même résistance, et on tient support 2 fois, enfin, et on prend appui 2 fois sur le même support, avec donc une tentative de débordement entre les deux. C'est ce qui forme l'assentiment épaule-tête-épaule. Donc on va voir si cette épaule tête-épaule se valide. Moi je pense que de toute façon nos potes crypto sont plus ou moins matures, mais j'attends donc mon signal pour me positionner Ethereum. Ripple on ne va pas regarder et le reste non plus. Allez, on part sur les marchés classiques. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, donc je vous dis nouveau code couleur ici. Ça m'emmerde de voir que le VIX est déjà remonté parce que je voulais en choper. Donc voilà, quand je vous mets en jaune comme ça, c'est que je vais rentrer ces trades en portefeuille. C'est-à-dire c'est des actifs que je surveille de façon très active pour donc la prise d'une position. Donc là, ça va pas tarder, c'est-à-dire je vais probablement pas tarder à rentrer vendeur sur tous les indices, FTSE, DAX et compagnie. J'ai toujours mon achat DAX, hein, alors pour l'instant, on va voir pour le début de la semaine, mais évidemment je vais le reverse, hein, c'est-à-dire que je le passerai vendeur, et je vais donc repasser vendeur de tous les indices, essayer de racheter du VIX, mais ça va probablement être un peu tard si on a déjà fait 8-10% de hausse. Je vais positionner vendeur Microsoft, Google, Netflix, Amazon et Boeing également, donc en même temps que ce timing indiciel, hein, voilà, théoriquement. Donc ce sera mon seul swing probablement de la semaine, donc essayer de prendre des ventes sur tout ça. Des gestions du risque peut-être sur certaines paires de devises, c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Je découvre les marchés, hein, comme d'hab, je n'ai rien préparé, voilà. Je trouve ça plus sain en fait de faire une émission comme ça, quitte à dire des conneries de temps en temps, mais je préfère ça comme ça. Alors, par quoi commencer? Je pense qu'on va commencer par, c'est plutôt neutre, alors, je pense qu'on va commencer VIX, parce que c'est celui qui me semble le plus important. Bon voilà, donc le VIX qui trouve son support ici, hein, je l'avais bien vu venir, je me disais, ah, ils vont essayer de glisser un peu en dessous, ils vont venir nous chercher celui-là. Et ben non, voilà, donc c'est celui-là pour l'instant qui fait le job. Je reste quand même favorable pour ma part à un achat de celui-ci de support. Et voilà, bon, c'est pour des raisons plus techniques que ça, enfin plus techniques. Disons que c'est plutôt dans cette zone-là que j'aimerais choper. Maintenant, voilà, on n'est pas en cassure de résistance pour l'instant sur le VIX, donc attention à pas tout de suite imaginer que les indices c'est mort et qu'on va baisser. J'ai même plutôt tendance à penser qu'il reste un petit coup de manivelle à mettre sur la volate et donc une petite cassure de résistance éventuellement à faire en excès sur les indices. Par contre, derrière, on risque de retourner dire bonjour à la zone des 25 sur la volate, autrement dit, ça va dérouiller un petit peu. Alors après, on ira clairement pas jusqu'à 11, hein, normalement, l'objectif derrière, c'est 14-15, et c'est là le plancher. Notez-vous bien ce truc-là, dites-vous que sur la volatilité, dès qu'on va revenir chercher sous les 15, il faut acheter. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que la volate, moi, elle passe sous 15, j'achète, je ne cherche pas à comprendre. Dans ces structures maturées d'indices, on ne détend pas le risque en dessous d'une volate de 15, c'est-à-dire qu'arrivé ici, tous les vendeurs vont sortir du tiroir, moi, qu'est-ce que je vous raconte, vont sortir de l'armoire et sans grand problème, on devrait retrouver des acheteurs de volates, c'est-à-dire des vendeurs d'indices. Beaucoup s'étonnent, alors je lis un peu tout et n'importe quoi en ce moment, c'est-à-dire que effectivement, je vois des gens qui se plaignent d'un consensus ultra vendeur, c'est-à-dire que tout le monde cherche à vendre des indices alors que pour l'instant il n'y a pas de signaux vendeurs proprement parlé. D'un autre côté, il y a aussi des gens qui me disent le consensus analytico-global est purement, complètement haussier, je parle sur les médias, hein, type BFM Business et des trucs comme ça. Bon, voilà, en fait, le consensus, on s'en fout. Le seul truc, c'est que là, malheureusement, comme il est très illisible le consensus, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression que des gens parlent
parle de consensus alors qu'il n'y en a pas, et que du coup c'est peut-être une erreur, ne serait-ce que d'imaginer qu'il y a un consensus et qu'on va pouvoir trader grâce à ça. Moi, je vous rappelle une chose, le consensus, je m'en sers de temps en temps, je m'en sers quand on est dans des marchés très catalysés, c'est-à-dire des marchés émotionnels. J'ai pas l'impression de voir suffisamment d'émotions pour trader un consensus. Par contre, qu'est-ce que j'attends? C'est qu'on déclenche ces émotions. Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit la dernière fois. Si on devait rechuter un coup sur les indices et entendre parler d'une panique au niveau des banques centrales, de quelques petites ingérences ou un marché qui défie les banques centrales et un marché qui switcherait en mode panique, ah ben là par contre pour le coup j'hésiterai pas évidemment, alors avec un consensus vendeur, d'acheter la panique vendeuse, tout simplement parce qu'on n'est pas encore bear market, on est sur du pré-signal de bear market. Maintenant attention, si jamais sous les résistances ici ça vend pas et qu'on venait à les casser, en attendant, je ne vais pas rester vendeur stupidement toute ma life. Si le marché ne veut pas vendre, on ne vendra pas. On va l'illustrer immédiatement sur le SPX. Voilà, SPX, où on en est? On arrive sous une résistance. Je n'ai pas nécessairement, au vu de la consolidation qu'on avait fait ici, l'impression que ce soit déjà game over. Par contre, j'ai bien l'impression qu'on soit parti pour faire un ABC, c'est-à-dire que la structure d'achat qu'on a actuellement a quand même de très fortes chances de ne pas être le sommet. C'est-à-dire qu'ici, on fait une pause dans le merdier, mais on risque de consolider un nouveau coup. Et on ne peut pas consolider de la même façon qu'avant. C'est-à-dire que là, c'est probablement ABC qui va se mettre en place et pas du flat. Et ABC, je vous rappelle, c'est une structure de correction qu'on n'anticipe pas. C'est-à-dire que dans une correction, on essaie de schématiser, mais on est conscient que ça peut tout à fait se passer différemment, parce que dans un schéma correctif, le marché, il peut faire n'importe quoi, et il peut le faire très longtemps. Donc, moi, pour ma part, j'attendrai vraiment ce point C pour prendre des gros shorts, mais là, je pense qu'on a des petits shorts à reprendre, de reprise de volatilité. Voilà. Tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, donc... Là, je pense qu'on va vendre sur les US, on est bien dans le contexte. Alors là, je me suis mis en 4 heures, on va reprendre le daily, ou l'horaire. Voilà, pour moi, en horaire, on est vraiment mature ici pour chercher les ventes. On va attendre que ça plotte les indicateurs. Allez, framework, voilà. Donc on travaille bien framework, je m'attends toujours à un excès supplémentaire, là, hop, poc, un petit excès. Cette tendance est très mature, elle s'est vraiment profilée sur, combien? Là, ça fait 85 bougies qu'on a sur cette tendance haussière, qui est donc une première vague correctrice, mais qui s'arrêtera là, pour ma part, ça ne fera pas plus que ça dans ce schéma. Et normalement, tant qu'on reste sous ces résistances-là, ça restera vendeur, et puis c'est tout. Et pour ma part, c'est ce qui a le plus de chances de se produire. On vient là, un petit excès peut-être ce matin, et puis derrière, on part sur une vague correctrice. Ensuite, on essaiera d'aller casser ça avec le point C, c'est-à-dire peut-être de rentrer à l'intérieur de cette vague-là. Ça me semble tout à fait probable. En l'état. Maintenant, moi, je vois des structures vendeuses et j'ai rien qui m'invite à penser que ce soit terminé. Par contre, ce que je vois, c'est surtout des structures en 2 vagues de baisse, c'est-à-dire ici une première impulsion, consolidation, deuxième impulsion, donc de l'ABC. Même chose théoriquement possible ici, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer ça comme étant 2 vagues d'impulsion baissière, avec une correction intermédiaire ici. Dans ce cas-là, effectivement, le point C doit rentrer dans la première vague. D'accord? C'est-à-dire que normalement, le premier point ici échoue généralement à proximité du point C. Le point C ici revient généralement chercher le point A. Donc pour moi, le schéma, c'est ça sur le S&P 500. Je vous rappelle que si on peut repasser au-dessus de ça, qui est le cours d'ouverture annuel de 2018, c'est par là que je cherche le big short. Donc pour moi, le marché semble vraiment se profiler vers cette structure-là. Ici, et derrière, une grosse vague de purge, qu'évidemment, là, on commence à bien shorter. On vient ici. Tout le monde panique et c'est là qu'il faut acheter la fameuse panique. Voilà. Donc mon schéma reste le même sur les indices pour la partie swing. Je ne change absolument rien et le marché même pour l'instant semble aller dans le sens que j'escompte. Donc là pour l'instant c'est plutôt des ventes pour ma part, mais ça manque de signaux encore sur la partie américaine, puisque le dernier signal il est là et il était totalement exploitable. Maintenant je vous rappelle qu'on ne trade pas. Enfin, moi, je ne trade pas sur le contrat cash. En horaire, je préfère rechercher les signaux sur le futur, mais qui donnent également le même type de signaux. Voilà. Mais pour l'instant, ayant neutralisé cette phase-là, je pense qu'il nous reste donc
une dernière petite poussée en excès. Le momentum est en squeeze ici, donc théoriquement on attend soit un petit excès haussier, soit la cassure d'un support pour rentrer vendeur sur les indices. Pour moi, je regarde le S&P, c'est celui qui me permet de driver tous les indices. Voilà, c'est-à-dire pour moi le marché c'est le S&P 500, c'est lui qui drive et c'est lui qui décidera puisque ce sont de toute façon tous les yeux sont rivés sur les capis américaines. Certains ne parlent que des grosses capis et ne regardent que le Dow Jones et le Nasdaq. Je pense malheureusement qu'il faille s'occuper de façon bien plus intéressante au S&P 500 puisque c'est probablement des ventes sur l'ensemble du secteur action qui vont être préférées prochainement et donc je pense qu'il vaut mieux taper large spectre plutôt que d'essayer de taper sur des indices dont les valeurs se sont déjà faites massacrer. Par exemple, vous voyez, moi aujourd'hui j'achète du Facebook, du Nvidia et du Electronic Arts, j'ai pas spécialement envie de vendre les indices qui sont composés de ces valeurs-là, par exemple. Et ça me gênerait un peu. Je pense qu'il y a quand même des achats à faire sur certaines actions, des achats et des ventes, mais que de manière globale et avec une pondération large, donc type S&P 500, je pense qu'on peut jouer des ventes. Par contre, jouer ces ventes sur des Dow Jones, sur des Nasdaq, ça peut être compliqué. Le Dow Jones, ce n'est que 30 valeurs, et il suffit que, par exemple, vous prenez le Dow Jones, vous enlevez Boeing, vous enlevez... théoriquement, voilà, vous enlevez Boeing, Tesla et Apple et Amazon, il reste pas grand-chose dans le Dow Jones. Donc, faut que Tesla est marginal, très marginal. Mais voilà, vous enlevez Apple, Boeing et Amazon, franchement, c'est un peu le Néandertal. Donc, le truc, c'est de vous dire, ces grosses valorisations, ces gros mastodontes du Dow Jones, il suffit que ces valeurs-là, elles aient déjà été bien massacrées. Bon, maintenant, je pense que Boeing, il y a carrément la place pour aller au sud. Mais si jamais elle ne devait pas déclencher, vous êtes bien emmerdé parce que l'indice, lui, il ne reflètera pas la globalité du sentiment sur les actions, alors que le S&P 500, lui, oui. D'où ma faveur pour ce dernier. Maintenant, je risque de prendre les 3 indices, qu'on soit bien d'accord, mais de manière probablement un peu plus sensible sur S&P. C'est-à-dire que si je devais répartir 10 jetons, je mettrais probablement 5 jetons sur S&P, 2,5 sur Dow Jones et 2,5 sur Nasdaq. Voilà. Je vais reprendre évidemment mon pote le FTSE, qui me paraît plutôt pas mal. Maintenant, bon, en daily, voilà. C'est pas trop mal, mais pour l'instant, je vais attendre un peu de voir ce truc-là. Ça me paraît... J'aimerais voir cette bougie clôturée. J'ai peur malheureusement que ça ce soit une sous-vague 4 que je vais vous illustrer ici. C'est-à-dire que pour moi, ça peut très bien être une vague 1, 2, ça c'est vraiment un typique vague 1, vague 2, une grosse 3, ça c'est la 4, et malheureusement, si vous rentrez là-dedans, vous allez juste devoir subir la 5. Ça ne veut pas dire que votre choix est mauvais, ça veut juste dire que là, moi, entrer ici sur support, ce serait pas bon, voilà, parce que ça respecte pas ma typologie de trading et que j'ai bien l'impression qu'ici on fait juste une 4 et que dans cette optique-là, j'ai pas spécialement envie de me positionner tout de suite et je préfère limiter mon risque. Voilà. Donc je reste patient encore sur FTSE parce que j'identifie pas le schéma qui me permettra de me positionner. Puisque j'attends comme sur les autres indices, le même schéma, à savoir un A, B, C, et c'est plutôt là en fait que FTSE m'intéressera pour shorter un peu plus fortement au contact de cette résistance-là. Le FTSE n'a pas le même schéma, lui il a vraiment un schéma de tendance, on ne rentre pas dans les résistances, la grosse résistance pour moi elle est là, je pense que c'est là qu'il faudra vendre, mais qu'en attendant il y aura un petit repli ici, le même schéma donc que je vise sur les indices américains. Les Bund, ça ne lâche rien, mais on est toujours sous des résistances. Donc patience, je vous rappelle, je sais, je reçois vos mails. Il y en a que ça inquiète toujours pareil parce que ça part pas tout de suite. Donc vous vous dites c'est pas bon, c'est pas bon. Apprenez la patience, sinon la spéculation n'est pas faite pour vous. Pour l'instant, c'était que du TP et un peu de surachat dans cette pattern-là. La dernière, c'était surachat. Donc théoriquement, normalement, on ne doit pas revenir chercher la zone surachetée, mais typiquement, donc faire une vague 1, une grosse 2, et puis derrière, se péter la tronche. Donc j'attends gentiment que ce marché veuille bien réactiver à la baisse. Pour l'instant, je dirais qu'on est neutre, c'est-à-dire on travaille de la zone spéculative. Donc je ne vois pas de raison
que le Bund continue d'être recherché. Je vous rappelle quand même que la BCE n'en achète plus aujourd'hui. Alors je parie, et j'y mettrai ma main à couper, qu'il continue toujours de toute façon à faire en sorte que la liquidité soit maintenue ici, c'est-à-dire pour que la sortie se fasse de manière progressive. Ça m'étonnerait que la BCE fasse un shut, et couper ses achats de Bund comme un interrupteur on-off. Je pense qu'ils sont un peu plus intelligents que ça. Mais honnêtement, pour moi, il reste toujours donc l'énorme problème du pricing des Bund, à savoir donc pour moi cette structure de tendance un petit peu dangereuse qui pour ma part a très très peu de chances de durer longtemps et qui risque de se ratatiner aussi sec dans l'autre sens. Et attention à ceux qui me disent on peut avoir des Bund que si on a une crispation à nouveau sur les indices, les Bund seront forcément achetés comme valeur refuge. Eh ben non, et non, et non. Je vous invite à regarder vos graphiques de corrélation Bund avec le DAX. Vous serez assez surpris de voir que c'est du grand n'importe quoi cette corrélation. Et que dans la tête des gens, c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire, le Bund ne peut pas baisser si les indices sont baissiers parce que c'est recherché comme valeur obligataire. Eh ben, je vous dis, étudiez la corrélation et vous trouverez que vous avez raconté n'importe quoi. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est bien plus compliqué que ça, ce type de corrélation. Voilà, je vous le mets d'ailleurs. Hein. Donc, vous voyez que, très sincèrement, ça n'a rien à voir. Hein. C'est même pratiquement décorrélé la plupart du temps. Bon, on voit quand même apparaître certains cycles, mais vous voyez là par exemple, les actions baissent, le Bund baissait également. Alors là, il commençait déjà un peu à plafonner, enfin à trouver le plancher. Mais dans la théorie, c'est vraiment... bon, il y a ces phases, je vous le reconnais, ça, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'il y a des phases de corrélation, il y a des phases où c'est le cas, mais normalement, dans les phases d'hésitation, dans les phases de range, c'est du grand n'importe quoi qui se met en place, c'est-à-dire que c'est du bon gros bruit de marché habituel. Autrement dit, ici, moi, pour ma part, ce qui a le plus de chances de se produire sur le DAX, c'est juste une petite conso, mais que ça remonte derrière, et à ce moment-là, le Bund devrait bien se péter la tronche allègrement, mais je ne pense pas qu'ici, la phase de consolidation permette au Bund d'aller chercher sa résistance. Bien au contraire, je pense que les Bund ici sont clairement en train de plafonner, qu'on est un peu en train de faire ce genre d'action de prix-là, et que ce qui suit derrière, c'est ce qui déclenchera donc effectivement les prochaines vagues d'achat sur le DAX. Puisque je maintiens que pour les ventes, c'est pas maintenant. Les big shorts, c'est pas tout de suite. On est en première instance de consolidation. Il y en aura normalement 2 si je me suis pas planté. Maintenant, Forex. Pour terminer ce point swing du début de semaine, on va regarder si des choses ont changé sur les scénarios. Pour l'instant, non. Hein, donc Gold digère sa sous-vague 4 ici, qui sera donc normalement la dernière impulsion, si impulsion il y a. On laisse donc de la place au momentum et on attend gentiment que ça reparte. Pour l'instant, j'ai rien et ça semble se profiler sous forme de triangle, enfin en tout cas sur une compression plutôt triangle. On va voir, pour l'instant j'attends. Moi j'ai toujours des achats gold, mais je ne suis plus leveragé sur ce marché. On a atteint les premiers objectifs graphiques. Maintenant, on est clairement en tendance, hein, on a bien défoncé les stops ici. Donc je pense qu'on peut sans problème continuer à rester acheteur de ce marché, mais avec une moindre exposition que sur ces phases de tendance. Silver, c'est un peu la même chose et ça se définira de la même façon. Le WTI, c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant, mais dans tous les cas, je pense que le biais reste acheteur, puisqu'ici on échoue pile poil sur une zone à déclenchement de stop. C'est-à-dire qu'on est venu là juste pour péter des stops, et en gros, c'est un piège à con. Je pense sincèrement que le WTI en a fini avec ses baisses. Maintenant, est-ce qu'il ne va pas revenir chercher le support des 45? Ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, est-ce que le trade short 52 $ jusqu'à objectif 45 est intéressant? Eh ben non, parce qu'on peut très bien faire, donc ici, une grosse structure V-bottom. Moi, je pense qu'ici, il y a un creux majeur, il y a une gestion du risque qui fait que je serais plus intéressé par les achats de 45 $ avec un stop ici que de jouer le gugus à suivre la tendance qui est pour moi complètement terminée. Mais voilà, donc j'essaie de rechercher des achats sur repli cette fois sur mon pote le WTI, que en fait théoriquement moi je joue plus via l'USD CAD qui me semble bien plus intéressant pour l'instant. Mais WTI, je recherche donc des achats, mais pour l'instant rien d'intéressant. On est sur des signaux plutôt neutres vendeurs. Enfin là en daily on n'est pas sur des zones de prix intéressantes. Il y a des signaux vendeurs, hein, mais je vous rappelle que le signal qui se produit hors d'une zone technique, il veut dire que dalle. Si là vous êtes en train de vous dire c'est divergent, c'est vendeur, non, on s'en fout, c'est rien du tout. Ce signal-là, il n'a d'importance que s'il se produit au moins au cadre technique
sinon dans le contexte. Donc là, il ne se passe rien du tout en daily. Moi, j'attends que ce marché consolide. Je rachèterai les contacts vers les supports ensuite. Donc là, peut-être gérer donc, des scénarios sur des time frames inférieurs. C'est-à-dire que là, le daily n'est pas exploitable sur le WTI. On peut essayer de chercher un truc où il y a un contexte qui passe ici. Voilà, par exemple, 2 heures, c'est typiquement le genre de marché qui pourrait être intéressant sur ce truc-là. Dire ici, on est bien, on est suracheté, des take profit, ça revend un petit coup, on vient chercher ce contexte, les fameux 45, et par là, évidemment, on essaie de jouer donc des achats sur le WTI. Moi, ça me semble totalement intéressant. De mettre une petite alerte, là, je vais le faire du coup. On va se mettre une petite alerte de contexte acheteur. Comme ça, on va voir. Je vous les ai mises en plus. Donc, comme ça, il y en avait certains qui s'étaient plaints et vous aviez raison. Donc là, boule price OK. Ouais, ça veut dire quand il y aura price OK en bleu, je vais recevoir une alerte. Je vais mettre à la clôture de la barre. Et oui, je veux donc arrivée, zone acheteuse. Voilà, donc typiquement, essayer de choper une vague 2 en repli sur le WTI, ça m'intéressera beaucoup plus. Donc, typique schéma de vague 2, je vais essayer de me positionner par là, d'accord, avec un stop loss sous le point d'origine. Si ce marché va plus bas, je prends un stop, point barre. L'euro-dollar, ça tergiverse toujours. Je vous rappelle, attention, on a des échéances Brexit cette semaine. Enfin, on va parler Brexit cette semaine, donc faites gaffe. Ça risque d'être punchy sur tout ce qui touche les devises de la zone euro et le GBP. Maintenant, pour l'instant, il n'y a pas de gap anticipatif pour cette début de semaine. Ça reste extrêmement hésitant. Et encore, le mot est faible. Évidemment. Alors oui d'ailleurs, quand vous aurez cette erreur-là, hein, c'est-à-dire quand vous voyez que le truc charge pas, bon j'ai pas compris, hein, j'ai tout fait pour essayer d'optimiser cette merde, c'est encore les intelligences de TradingView, mais bon, on peut pas non plus leur demander d'être parfait. Quand c'est comme ça, tout simplement vous switchez, voilà, vous passez d'un time frame à un autre, et ça normalement ça relance le rechargement. Voilà, je vous donne la petite astuce, hein, c'est vrai que c'est très chiant. J'ai essayé de faire ce que je pouvais pour que cette erreur ne déclenche pas, mais c'est malheureusement hors de mes portées. Donc ici, toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait dans ce marché-là? Je sais, certains vont dire la tendance est baissière, alors on vend, et voilà. Bon, non. Pour moi, on est bien venu chercher un contexte acheteur avec des divergences, tout ce qu'il faut. Ça, d'ailleurs, c'est une très belle piercing line. Hein. On perce pile poil à travers le support, la bougie clôture en bas, et hop, la suivante revient au-dessus du support. Donc pour moi, c'est propre, hein. L'euro-dollar, c'est plutôt acheteur. Maintenant, attention, il y a le problème du marché qui peut être très fortement catalysé si on a des surprises sur le Brexit. Pour l'instant, c'est donc du squeeze, ce qui veut dire que je passe pas encore en full levier sur ce truc-là. Je vous rappelle que j'ai mis du levier dernièrement ici, que j'ai décidé de réduire ce levier quand on est reparti dans l'autre sens. Et pour l'instant, je n'ai rien fait de nouveau sur l'euro-dollar. J'en ai remis un peu là quand on a tenté d'y retourner. Mais pour l'instant, j'attends. Ça squeeze. Donc là, c'est pas compliqué. Soit le marché va faire boum, parce que c'est négatif sur le Brexit pour une raison X ou Y, ou Brexit, ça se passe bien, et boum, objectif, la target et la cassure des résistances précédentes, retour à 1,18 à l'équilibre. Moi, je favorise très sincèrement ça. Maintenant, attention, je peux me planter, mais je vous rappelle que pour moi, l'analyse de notre pote l'euro-dollar, c'est franchement ça. Voilà, c'est de dire cette zone-là, là, voilà, polarisée pile poil, donc c'est plutôt 1,1860. La BCE n'a pas le droit de manipuler la devise. Elle est supposée laisser le marché lui trouver sa valeur. Mais moi, honnêtement, quand je vois ça et quand je vois la façon dont on avait travaillé les prix ici, je me dis putain, mais on fait la même chose de l'autre côté et les mecs vont commettre les mêmes conneries que quand ici, ils étaient tous en train de me dire qu'il y avait une tendance acheteuse. Donc, j'ai l'impression qu'on fait exactement la même chose et que ce qui va se produire derrière, c'est exactement la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire une bonne grosse traversée en ligne droite des prix, à savoir un truc boum, comme ça, la réciproque de ça, dans la
même proportion, c'est-à-dire on part d'un coup et on ne s'arrête pas et on vient chercher le contexte opposé. Je mettrai ma main à couper que c'est ça que c'est ce qui nous attend. Donc, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se produire. En tout cas, clairement, je trade en vue de ce scénario-là. Mais tant que je n'ai pas cette vague-là, regardez, si à l'époque, j'aurais pu faire la même chose. À l'époque, j'aurais très probablement renforcé l'euro-dollar ici. Et je me serais dit, ah non, ça passe pas, ça passe pas. Et puis au final, bon, si, ça passe. Mais là, à chaque fois qu'on tente, on fait machine arrière. Il y a un moment où ça va passer, hein, ça c'est clair. Et ce qui nous attendra derrière sera exactement la même chose. Ceux qui suivent depuis un bon moment se rappellent évidemment de ce trade sur l'euro-dollar qui m'a rapporté un bon paquet de pognon. Et j'espère bien faire la même chose dans l'autre sens. Maintenant, attention, tant que c'est pas validé, pas de gros levier, parce que si jamais vous vous foutez en levier là et que le marché il va là, bah là pour le coup vous allez pisser le sang. Et c'est clairement pas le but. Je vous rappelle que prendre des risques, c'est bien, ça se fait dans une certaine mesure. Prendre des risques importants, ça permet de prendre des gains importants, à condition que vous sachiez gérer ces risques-là. Si vous prenez trop de risques et que vous n'êtes pas capable de les gérer, vous allez juste prendre de plus gros gadins, et là pour le coup c'est encore plus con de mettre du levier dans ce cas-là. GBP, honnêtement, je ne veux même pas prendre de biais graphique, puisque bah, là, théoriquement, c'est même encore pire, parce que là, là, honnêtement, hard Brexit, c'est un nouveau crack sur le truc. C'est très probable, hein. C'est-à-dire que là, théoriquement, si ça part sur un mode hard Brexit, normalement, on va défoncer le contexte ici, c'est-à-dire boum. Et normalement, si on vient ici, je ne vois pas comment on trouvera un support. Donc, c'est soit on reviendra chercher la mèche ici à 1,16, soit on va carrément faire un nouveau plus bas sur la livre sterling. Maintenant, pour moi, les deux tendances ont échoué, se sont terminées. Je vous rappelle, les forex sont toujours des ranges et on a une fâcheuse tendance à aller taper deux coups dans un sens, puis deux coups dans l'autre. Donc, depuis 2008, d'accord, au sein de ce cycle économique, GBP a connu donc deux fortes baisses. La première ici, la deuxième ici. Et pour moi, c'est game over, c'est terminé. Là, ça, c'est plus un schéma en tendance, puisque pour moi, ici, on a fini. Hein, voilà, on a fait la grosse impulsion, on en sort. Et aujourd'hui, on reste donc timidement en train d'essayer de chercher un support dans ce marché. Moi, je vois bien cette oblique-là, hein, qui est quand même assez nette. Et c'est celle qu'on maintient pour l'instant. C'est-à-dire que cette oblique-là, elle joue le rôle de support pour l'instant. C'est-à-dire depuis qu'on est sorti de cette tendance, on n'est plus en tendance baissière, on n'est pas encore en tendance haussière, mais il me semble qu'ici, il nous reste une deuxième vague de hausse à faire, voire une troisième. Hein, c'est-à-dire ici, soit c'est une vague 1 et on fait 1, 2, 3, 4, 5. Et ça me paraît totalement probable, hein, je vais être honnête, c'est ce que je pense qui va se produire. Donc moi je pense que GBP, c'est au mieux, on est en range et on va aller retester ici la zone des 1,45, 1,47, 1,50, grand max, hein, voilà, mais normalement on devrait bloquer 1,47. Soit c'est une vague 3, dans ce cas-là on va revenir s'installer dans cette zone de valeur-là, plutôt 1,60. Et alors là j'aime autant vous dire que si on va dire bonjour à 1,60, vous serez content d'avoir du GBP en portefeuille à moyen terme. En tout cas, moi, pour ma part, depuis qu'on est là, je sais que je veux l'acheter, le GBP. Je vais rater toutes ces zones-là. Ceux qui suivent, pareil, depuis 2-3 ans, vous savez, les boules que j'avais de rater complètement ça. J'avais préparé tout mon scénario GBP. Et puis, c'est le moment où mon petit Pichou a choisi de naître. Donc, évidemment, je n'étais pas trop devant les marchés. Et j'ai complètement raté mes timings d'intervention sur le GBP. Putain, aujourd'hui, on me propose quasiment les mêmes prix. Vous croyez que je fais quoi? Que j'hésite, que j'y vais mollo, Non, je veux mon GBP. Maintenant, je ne vais pas faire trop de bêtises non plus, mais clairement, je vais être agressif sur GBP, pour des raisons évidentes, parce que je pense qu'il y a un énorme gain à la clé là-dessus. Voilà. L'USD Yen, il m'en reste toujours, mais marginalement. Je pense qu'on tergiverse un peu dans cette zone-là, mais quoi qu'il arrive, le plus gros du morceau a déjà été fait. Je conserve donc une partie de mes ventes pour pouvoir simplement renforcer comme un cochon si on revient chercher les 111. C'est pour de la gestion du risque donc que j'ai gardé 50% de la position ouverte, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel à faire au sud, et que face à cette incertitude, je ne sais pas si on ne va pas choisir d'y aller en ligne droite, et dans ce cas-là, je préfère garder 50% de la position. Mais je m'attends quand même normalement à des pullbacks sur la partie dollar. USD CAD, là voilà, hein, no comment en hebdomadaire, voilà ce qu'on a. Ça, je vois pas comment on va pouvoir aller chercher plus haut. Donc normalement pour moi la USD CAD c'est game over. Maintenant attention, en daily, on n'est quand même pas
sûr de gagner quoi que ce soit. Donc il y a eu pour ma part gestion du risque ici, qui était logique. On arrive sur le canal de tendance et ça tente de relancer avec une divergence. Donc on va voir. Si ça relance une dernière fois, normalement la résistance trimestrielle cédera, c'est-à-dire que je sortirai mes entrées à break-even et que je reprendrai une vente à 1,39. Mais normalement, je pense qu'ici on est bon. Mais j'attends donc qu'on déborde le cadre technique, enfin le canal de tendance, pour être bien certain que ce marché se retourne. Pour l'instant, donc, hésitation, tout comme sur le WTI. Attention, on peut très bien remonter ici, tergiverser un peu. Par contre, si on casse la résistance et qu'on casse donc le support du WTI, là, je préférerais céder le trade spéculatif pour une reprise un petit peu plus tard. Mais très honnêtement, pour moi, c'est mature et il ne faut pas hésiter à être vendeur de ce marché. En tout cas, les probabilités sont plus pour le camp vendeur. Et la violence avec laquelle on est revenu chercher le canal de tendance me laisse à penser que ça, c'est vraiment une typologie de vague 1. Peut-être un petit pullback de dead cat bounce et on repart dans l'autre sens. USD-CNH et USD-MXN, les deux trades ont été sécurisés puisque là aussi on arrive dans les contextes. Je reste patient là-dessus et j'aimerais normalement qu'on revienne tester la ligne 50% au minimum, voire les lignes de tendance dans le futur. Vous voyez cette ligne qui va venir comme là, ça. Donc pour l'instant, vraiment patience sur ce truc-là. On est bien survendu et on est dans un contexte acheteur, donc il n'est pas du tout temps de se positionner vendeur, mais bien celui de réduire les expositions vendeuses, d'encaisser de jolis gains. L'USD-CNH, par contre, j'y vais, et ça, j'ai pas peur de le dire, je suis en levier. J'ai réduit un peu ce levier, c'est-à-dire que j'ai encaissé une partie parce qu'on atteint les objectifs, mais ça, j'ai du levier et je le conserve puisque là, j'ai de bons prix sur l'USD-CNH et je n'hésiterai pas à renforcer. J'ai des prix d'entrée par là, voilà, donc j'ai pas hésité à prendre un peu de cash, mais par contre, on revient chercher ces prix-là, je revendrai sans la moindre hésitation avec donc ma gestion du risque au-dessus des résistances. L'AUD-NZD, il y va tout doux, mon petit pote AUD-NZD. J'attends donc un petit débordement ce début de semaine à la baisse. Ici pour donc venir terminer. Quoique, on est pas mal. Le point C, il a quand même été fait et on est. On a glissé sous le point A. L'objectif théoriquement est fait. Il n'y a eu pas de signaux sur ce time frame là. Je vais regarder en horaire. Je vais trouver un time frame qui capte cette phase de baisse. C'est pas suffisant. Alors, 30 minutes sur du Forex, je suis pas super fan non plus quand même. Mais là, théoriquement, je vois bien les deux impulsions baissières correctrices. Il faut juste que le point C passe sous le point A. C'est ce qu'il a fait de façon très marginale. Et il y avait effectivement les signaux ici. Donc je dirais qu'en 30 minutes, c'est tradable. Alors c'est très agressif. Et puis là, du coup, le trade normalement aurait dû être pris là et sécurisé ici. Comment faire du coup? Et dans ce cas-là, pour moi, ce sera plutôt un trade en breakout, c'est-à-dire que j'essaierai de prendre un premier petit renfort sur la UDNZD ici en cassure de cette zone-là. Alors, c'est pas du breakout, ça. Voilà. Donc, je pense que cette zone a été faite, elle a été cotée. Du coup, si elle est, je vais attendre là. Voilà. Donc, si on retombe, mais normalement, on ne doit pas. Ce sera par là. Si ça retombe pas et que ça revient chercher cette zone-là, honnêtement, je pense qu'il y a un petit achat, petit renfort en breakout. Donc commencer à renforcer les positions. Je suis déjà en levier là-dessus. Mais recommencer à faire des renforts de 15% de la taille de la position pour augmenter mon exposition capitale sur la UDNZD qui me semble quand même très attractif. Voilà. Ça me semble pas mal du tout, mais soit vous prenez des trades spéculatifs ici, mais honnêtement pour moi il était là le trade spéculatif, soit dans ce cas-là je prends un trade en breakout. Rappelle, le breakout c'est constitution d'une résistance, donc un signal vendeur, là on en a un qui est parfait, et on revient casser ce prix-là, et là c'est parfait. Donc moi j'aimerais bien maintenant que la UDNZD donc, se redirige vers cette résistance, pour que pour ma part, je prenne probablement un petit renfort, un trade en breakout marginal. Je ne vais pas doubler la taille de la position, mais probablement un 15% de renfort, me semble de rigueur. Sur les actions, donc, je ne vais pas les détailler, mais je reste toujours vendeur de Tesla à l'achat sur celle-là. Je vais surveiller les targets parce qu'on a quand même évolué. Donc voilà, Facebook. Ça me paraît pas mal, mais normalement, on doit juste faire la petite poussée supplémentaire pour pousser un chouïa plus haut sur cette valeur, mais on est bien donc dans le cadre de ce qu'on recherchait. Donc on est sous le Fibo 23.6, mais j'aimerais que ça déborde pour qu'on ouvre le prochain niveau de retracement. Donc dans ce cas-là, on ne sera pas non plus extrêmement haussier, mais alors, attendez, je vais juste dégager un peu tout ce bordel. Hop, voilà.
faire ça, ou juste ça. Voilà. Je préfère utiliser ces trucs-là. Voilà. Donc je dirais là, normalement, on doit juste déborder le 23,6. Vous voyez, casser le canal de tendance, revenir s'appuyer dessus, et normalement viser le 38,2. Et le 38,2 se fera en conjonction avec le contexte, et derrière, on repasse vendeur. Voilà. Donc c'est un peu le schéma que je vise là-dessus, hein, un schéma un peu plus large comme ça sur Facebook. Donc là, c'est un premier trade spéculatif. Je vais probablement l'encaisser tout ou partie très prochainement pour racheter donc sur un pullback. Donc le même schéma que celui que je vois sur les indices, à suivre là-dessus. Nvidia, je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel sur un retracement de cette valeur-là. Donc celle-là, je la conserve à l'achat. Elle traîne le pas. Hein, et moi, j'aime bien parce que les valeurs qui traînent le pas, c'est généralement celles qui vont donner un max de gains sur ces phases-là derrière. Là. Donc Nvidia, elle, je la tiens par contre jusqu'à cet horizon-là. C'est-à-dire que si elle ne me produit pas un gain suffisant dans la première vague consolidation de conso, si elle échoue par exemple sur 23,6, celle-là, c'est pas grave. Je la tiendrai parce que je pense que derrière, elle consolidera complètement à plat pour mettre une deuxième grosse vague ici. Hein, voilà. Mais Nvidia, théoriquement, c'est du dead cat bounce. On doit revenir retracer proche de 61% de la structure. On est bien sur du pur crack hein, sur Nvidia, c'est-à-dire l'effondrement de la valorisation. Là, on arrive sur les supports, exit, tout le monde est vendeur alors qu'il faut acheter le support. Ça, dead cat bounce, et normalement, derrière, c'est ici qu'il y a un big short à faire sur Nvidia à moyen terme. C'est-à-dire là, un trade à garder 1 an et demi en short sur Nvidia. Enfin, un an de short derrière, je pense, sur Nvidia. De mai à mai. Voilà. Un truc comme ça. Electronic Arts, pareil, je reste à l'achat, mais les objectifs vont pas tarder à être atteints. Là, objectif 23,6, donc c'est la même chose. Hein. Là, je me mets break-even sur tous ces trades. Hein. C'est-à-dire Electronic Arts, Facebook, ça retombe, je veux pas prendre une perte. Mais l'objectif, c'est que normalement, ici, on doit juste déborder un peu le contexte. Voilà. Donc, j'essaie de grappiller quelques petits pourcents de plus sur ces valeurs-là. Mais les zones d'objectifs sont donc atteintes hein, sur toutes ces valeurs-là. Et donc Netflix, Amazon, tout ça, je les attends pour shorter. Théoriquement, quand je vais encaisser Facebook et Electronic Arts, c'est le moment où je vais vendre Microsoft, Google, Netflix, Amazon, Boeing. Hein, voilà. Théoriquement, c'est ça qui va se produire. Morel, on est arrivé sur la première zone de target et j'ai pas pris et je suis bien con parce que ça commence déjà à se répéter la tronche. Je l'ai un peu mauvaise hein, parce que j'ai pas encaissé du coup encore. Et c'est bien dommage parce que j'ai peur que malheureusement le signal vendeur est là, il n'a pas touché ce putain de canal de tendance. C'est passé au poil de cul. Bon, je sais pas quoi en penser. Bon, pour l'instant, de toute façon, j'ai un très bon prix là-dessus, donc c'est break-even. Si ça devait me chasser, ça me chasse. Enfin, j'ai pas break-even, j'ai le stop sous le bottom. Voilà. Donc j'attends pour l'instant de voir ce qu'il en est là-dessus, ABC arbitrage. Il n'y a pas trop de soucis pour l'instant, même si je pense là également qu'il va falloir penser bientôt à des premiers encaissements de cette valeur pour simplement pour se sécuriser, même si pour ma part le signal le plus exploitable reste celui qui a été payé en bas. C'est vraiment là hein, qu'il y a le plus intéressant. Et on est combien? On a fait 12 bougies, voilà, 10-12 bougies. Donc théoriquement, pour moi, un trade, quand je prends un trade spéculatif, c'est un truc qui se construit généralement sur 50 à 80 bougies. C'est-à-dire la construction du trade, l'objectif moyen, l'atteinte des TP finaux moyens sur un trade, pour moi, c'est ça, 50 à 80 bougies. Tant vous dire, 12 bougies, on est vraiment toujours dans les zones spéculatives. Et en général, moi, un trade met 50 bougies, du coup, à construire la tendance que je vais récupérer. C'est-à-dire, généralement, 50 bougies d'attente, 30 bougies de tendance, enfin 30 bougies, allez, 15-20 bougies de tendance et 10 bougies d'approche des objectifs en excès derrière. Voilà comment, en fait, se produit un trade spéculatif. Ce qui veut dire quoi? En fait, 2/3 du temps, vous poirotez et vous hésitez. C'est ce dont je vous parlais en introduction de la vidéo. Voilà. Bref, on en a fini. Xiaomi, qu'est-ce qui s'est produit? Ça tergiverse, mais on est toujours au-dessus du bébé abandonné pour l'instant. Donc un peu de patience sur cette valeur-là. J'attends d'avoir des signaux de prix un petit peu plus clairs. Et General Electric, on est très bien orienté. Je ne vois pas de raison que cette valeur retourne chercher des supports. Hein. Pour moi, ça c'est vraiment de l'excès. Hein, quand vous voyez le pricing ici, on est typique. Hein, voilà, ça fait grosse vague 3, la 4, la 5 complètement en excès. Pour moi, c'est de la tendance totalement mature. Le problème, c'est quand la vague 5 se fait en excès comme ça, hein, où là, on a destroy 50% de la valeur sur la vague 5. C'est-à-dire, en gros, si vous mettez en log,
Voilà, ce que ça fait. Hein. Ça fait une vaccin complètement folle. Ça, c'est typiquement du V-bottom, donc je ne vais pas m'amuser à sortir sous les premières résistances. Hein. Donc General Electric, je conserve ça, je vous dis, comme toujours, tant qu'on n'est pas à 14,50 sur cette valeur-là, minimum 12,80, c'est-à-dire les 23% de retracement, il n'y a rien à faire sur cette valeur, et je pense qu'on retracera sans grande peine 38%, à savoir 16,60. Quand on arrivera, je vais prendre un gain de cochon, comme d'habitude, et il n'y aura personne pour me remercier, mais j'ai l'habitude. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine, soyez sages, moi je ne vois pas d'intraday à faire aujourd'hui, parce qu'on est hésitant, les indices démarrent sur une note plutôt négative, mais j'ai pas l'impression qu'on soit tout de suite mort, puisque pour l'instant je vois pas la cassure de résistance des VIX, et j'ai plutôt l'impression qu'on fait des pullbacks de court terme pour faire flipper un peu tout le monde, mais j'ai l'impression que Wall Street a envie d'acheter tout ça cet après-midi. Voilà, c'est le sentiment que j'ai, maintenant j'en sais rien, mais je pense qu'il reste donc un tout petit potentiel haussier, à savoir donc ça mèche, on emmerde tout le monde, on va essayer de casser un petit peu ce soir, on fait un doji quoi, en gros. Hein. Un doji ou un marteau, voilà, typiquement. On a déjà fait le marteau. Bon, on a déjà fait le marteau, donc il faut voir ce qu'il en est. En tout cas, bon, moi je suis pas super chaud voilà. De toute façon, vu les objectifs vendeurs, si ça c'est vraiment le signal vendeur à prendre, bah dans ce cas-là, tant pis, je ne le prendrai pas sur les indices. Mais j'attends un petit chouïa de plus. Voilà. Donc c'est une prise de risque totalement volontaire et maîtrisée. Il va de soi que si je me plante, c'est-à-dire si les indices ne vont pas chercher un poil plus haut pour chercher les objectifs sur le S&P 500, il va de soi que dans ce cas-là, je vais me faire probablement démonter, je vais probablement perdre tous mes gains sur Facebook, Electronic Arts et Nvidia. Ça c'est quasi certain, hein, et que dans ce cas-là, je vais probablement rater mon signal de vente sur Microsoft, Google, Netflix, Amazon et Boeing. Donc en fait, si je me rate ici sur le timing, je vais probablement rater mon timing de tout le positionnement des valeurs que vous avez ici en jaune. Maintenant, attention, si j'avais réellement un signal, j'aurais des raisons de penser que je me plante. Pour l'instant, je pense que je dois rester patient et je le fais donc en conséquence. Bye bye!